Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans l'émission À chacun son je vis Michel Dourte. Alors Michel Dourte, on s'est rencontrés au domaine Scarabée lorsque je suis partie rencontrer Philippe Ferrer en fait pour fêter les 100 000 abonnés de Philippe Ferrer. Et là, ça a été un coup de cœur. Franchement, Michel, quand je vais vous présenter, il m'a accueilli comme si je faisais partie de sa famille. Et ça a été mais, un moment extraordinaire pour moi. Et notamment à la fin de ce week-end, je pleurais quand je suis repartie. Je voulais pas repartir. Michel, je suis tellement heureuse de te recevoir. Bonjour. Bonjour Anne-Hélène, comment vas-tu? Va bien et toi? Bah super, écoute, la nuit tombe chez nous, chez toi il fait jour. Ouais, c'est ça. 7 heures du matin Voilà, chez nous. oui, belle rencontre, oui, en effet, ouais. Mais je savais de toute façon avant de partir à Lille que j'allais faire des belles rencontres et je savais que tu en ferais partie. Mais c'est bizarre, hein, les synchronicités. Et juste avant d'embarquer, de prendre mon vol pour Lille, ben, j'étais sur Paris avec Stéphane Michael et on trouve eh ben, ton livre que j'achète. Donc l'infini bonheur, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est un signe, ça. Donc, je t'emmène avec moi déjà dans l'avion pour aller à Lille. Ouais, c'était vraiment, mais quand on s'est rencontrés, c'était extraordinaire. Alors, Michel, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, oui, maintenant, aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, pas dans ma vie d'avant. Ouais, comme tu veux, qui est Michel Dourte? Alors, à la base, je suis un soignant, je suis magnétiseur et médium. Alors, la médiumnité, elle s'est greffée bien plus tard avec le soin et hypnothérapeute. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà. Avec quand même une importance plus développée sur la médiumnité aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est ma vie d'avant depuis 2017 et réellement depuis 2021-22 parce que j'ai débuté très tard parce que j'ai mis du temps à accepter tout ça. Il y a eu un événement qui a déclenché tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ouais, il y en a eu plusieurs parce que, bon, comme je dis toujours, j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs vies en une. J'ai eu un déclic en 2012, donc euh, par le biais d'acouphènes au niveau des oreilles. Donc, je pensais que c'était des acouphènes, mais ça n'en était pas. Et j'ai eu surtout un accident de vie en 2013 où j'ai atterri au Grand Brûlé à Bordeaux. Et Oui. ça a changé toute ma vie finalement. Cet accident, c'était un déclencheur de prise de conscience et surtout d'acceptation du chemin que je devais parcourir pour faire ce que j'avais vraiment à faire aujourd'hui. Et du coup, tu es l'auteur d'un magnifique livre que j'ai eu la chance de lire. Est-ce que tu pourrais nous montrer à l'écran C'est ton gentil. livre? Ah oui, alors c'est la nouvelle édition justement. Né pour Ah, renaître quand super. l'invisible s'invite. Ouais. Ouais. Voilà, c'est Franchement, c'est un l'exemplaire livre qui m'a, spécimen. oui, qui m'a beaucoup touchée parce que dans ce livre, mais tu te livres complètement. Il n'y a pas de tabou. T'es vrai, t'es authentique, t'es vrai. Tu racontes exactement ce qui t'est arrivé. Je trouve que tu mets pas t'enrobes pas les choses, tu vois. Tu mets pas de sucre autour Ouais. de tout ce que tu racontes. J'ai envie de dire, c'est cash. Bah voilà, il m'est arrivé ça. Et puis tu parles de tes forces, mais tu parles aussi de tes faiblesses. Et t'as pas honte d'en parler. T'as pas honte de dire qui tu es vraiment. Et je me suis dit, waouh, il faut un sacré courage pour écrire un livre comme ça où tu te Ben, dévoiles complètement. ce que je me suis dit, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'écrire ce livre, il m'a quand même été demandé vraiment de manière insistante. Et donc, ben, tous les jours, je me levais, j'entendais il faut que tu écrives un livre, il faut que tu écrives un livre. Toute la journée, c'était pareil. Je me couchais le soir, il faut que tu écrives un livre. Et le livre de ta vie, de ton histoire, de ton parcours. Et c'est vrai que je ne voyais pas l'intérêt d'écrire, si tu veux, une énième biographie. Je me suis dit, biographie, il y en a plein dans les bacs. Et puis la vie de Dorte Michel, quelque part, on n'en a rien à foutre, tu vois. Et je voyais pas l'utilité. Mais au-delà de ça, quand ils m'ont dit que c'était un beau message d'espoir qui serait dans ce livre, et ils m'ont parlé de signe énergétique, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a une puissance énergétique parce qu'on on ressent cette puissance qui est transmise. Mais je me suis dit, ben, il n'y a pas de place pour la fausse pudeur, il n'y a pas de place il il faut que tu te livres totalement, que tu te foutes carrément à poil finalement. Et que les gens
comprennent que ben, le chemin qu'on est parcouru, que je parcours, il a été ponctué de plein d'embûches et de te livrer aussi sur ben, tes qualités, mais aussi tes faiblesses et vraiment me livrer vraiment à nu. C'est-à-dire que ben, voilà, je n'ai pas été un saint, j'ai fait des choses qui sont pas super dans ma vie. Et puis, bon, mais c'est une expérimentation. Je suis parti du principe que finalement, ben, c'était vraiment une mise à plat de toute ma vie, quoi. Et de rien cacher surtout. Le but, c'était vraiment ça. C'était vraiment de pouvoir me livrer totalement euh, avec simplicité, et authenticité et honnêteté. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton livre, c'est ta rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que ça t'embêterait et tu serais d'accord de nous en Ouais. parler? Oui, ben, j'ai eu du mal, hein, franchement, parce que déjà, je suis pas très religieux hein, dans le fond. Donc, la religion, pour moi, ça a toujours été une problématique, même si j'étais enfant de cœur quand même. Il faut savoir, j'étais enfant de cœur pendant des années. Mais, euh, mais après cette religion, voilà, j'avais été très choqué déjà de par, j'avais assisté à une messe de Noël et parce à l'époque, je fréquentais beaucoup les églises, etc. Et j'avais été écœuré parce qu'il y avait un homme qui était dehors avec son chien et qui demandait à assister à la messe de Noël et le curé l'avait foutu dehors. Et si tu veux, j'ai gardé cette image alors que j'avais une vingtaine d'années de manque de tolérance, etc. Je me suis dit, même le jour de Noël, finalement, eh bien, on peut se comporter alors qu'on devrait ouvrir les portes des églises, ouvrir notre cœur à tous. Eh bien, cette personne avait été refoulée tout simplement parce qu'il y a un chien qui ne voulait pas quitter ce chien, alors qu'en plus, c'était un chien qui aboyait pas du tout. Et du coup, ben, je ne suis pas resté à la messe et je n'y suis jamais pu retourner pratiquement parce que ça Mm. m'avait vraiment profondément choqué. Et donc, j'avais un petit peu, si tu veux, par rapport à la religion, mis tout ça de côté. Et je suis catholique, mais non pratiquant, si tu veux. Et, euh, et donc, lors d'une visite chez une médium, eh bien, j'ai cette vision du Christ qui est guidée hein, par cette médium et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mon visage change et je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu voir dans ma vie et ressentir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être c'était une fraction de seconde, mais il n'y a pas de temporalité. Ça m'a paru tellement long et court à la fois. Mais ce que je me souviendrai toujours de cette image, c'est cette lumière jaillissante et cet amour inconditionnel dont j'ai été baigné, entouré mais qui était d'une puissance bah, divine, hein, tout simplement. Et je me suis retrouvé complètement hébété et avec un message du Christ qui m'a dit fais ce que tu as à faire et va à la rencontre des gens. Voilà. Et il Comment me tu as su que montrait c'était le Christ? ben, c'était une certitude, même si je n'ai pas vu son visage, c'est un halo de lumière, si tu veux. Alors, on pourrait dire la source, on pourrait dire le divin, on pourrait dire l'appeler comme on veut. Euh, mais il était en lévitation. Et j'ai eu confirmation parce que quand je suis allé après dans un monastère, parce que j'ai cru que j'étais complètement pété, que j'étais fou, mais franchement, je me suis dit, franchement, Michel, là, tu délires totalement. D'ailleurs, j'ai eu du mal à en parler. Hein. À qui tu peux dire ça? À qui tu peux en parler finalement? Et c'est aussi galvaudé. Tout de suite, on va te prendre pour un illuminé. Puis en plus, c'est toujours pareil, la connotation religieuse qui peut être aussi ne pas être Mm. appréciée. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai gardé ça, j'en ai parlé qu'à ma mère et à l'époque à mon épouse. Et, et ça, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'est la plus belle vision que j'ai eue, vraiment. Et quand je suis allé dans ce monastère pour m'isoler, parce que je me suis dit, c'est soit ça ou soit tu pars en CHP interné avec les dérangés. J'ai eu la chance de rencontrer un frère hôtelier. Et là, ça fonctionne exactement. Il faut demander des parloirs parce qu'on ne parle pas, si tu veux. Donc, il faut demander des parloirs et tu choisis la personne avec qui tu veux parler, le frère avec qui tu veux parler. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était à la fois très cultivé, qui était à l'écoute, qui avait une maîtrise parfaite des textes. Et il m'a dit, mais la vision
que vous êtes en train d'aborder est très peu représenté dans l'Église et vous avez vu le Christ ressuscité. Il y a très peu de représentation de Christ ressuscité. Donc c'est là que j'ai vu que c'était vraiment ce que j'avais vraiment perçu était réel et la manière dont je lui ai décrit. Mais alors ce qui était bizarre, c'est que je ne voyais pas son visage. J'étais aveuglé et absorbé par cette lumière et tout autour, c'était pas un halo, c'était comme un soleil, tu sais, comme avec des tridents, tu sais, là, je sais pas comment on appelle ça, des rayons. Et c'était tellement éclatant, j'étais absorbé et noyé dans cette lumière et dans cet amour. C'est-à-dire que je n'ai vu que ça, quoi, pratiquement. Mais très Il t'a parlé par particulier. télépathie? Ouais, par télépathie. Ouais. En me montrant des images de ma vie, de ce que je Ah faisais, ouais. de la route que je faisais pour aller travailler au lycée tous les jours. Et il m'a dit, ben ça c'est fini maintenant. C'est pas ce qu'on te demande. Et donc j'ai compris que je n'y retournerai jamais dans mon lycée, plus jamais, suite à cette vision. Ça a été vraiment un élément déclencheur. Mais un message comme ça te remplit de confiance. Après Ouais, recevoir un message comme ça, tu ne feras plus. Maintenant, on t'attend sur autre chose. Normalement, ça doit être. T'as pas est-ce que tu as eu un sentiment de, ouais, pleine confiance, un peu peut-être de surpuissance ou non, pas du tout, juste de la confiance. j'ai eu un sentiment d'être à disposition d'eux déjà. Parce que je me suis vu dire que j'étais son humble serviteur, grosso modo, et que Mm. j'avais compris que j'étais là pour servir, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a perturbé. Après, je me suis dit, mais forcément, ton esprit cartésien, parce que moi j'ai un esprit cartésien à la base, hein. Donc mon cerveau, mon petit saboteur interne, bon, qu'est-ce que tu as été encore à chercher c'est une illumination, c'est une illusion, c'est ton cerveau qui a créé ça, fait chercher toujours des excuses. Mais non, après, bon, ben voilà, donc ça m'a pas tellement rempli de confiance, ça m'a rempli de béatitude, Mm. ça m'a rempli de joie, ça m'a rempli de. Je me suis dit, ok, et c'est là que j'ai pris la conscience aussi de la dimension invisible et de ce qu'il y avait de l'autre côté et dont on ne se rend pas compte. Même en étant médium, j'ai dit, on a des bribes de ce qui nous attend. Et je me suis rendu compte de ça surtout. Est-ce que du coup, dans ton quotidien, tu fais appel à lui? Est-ce que tu lui demandes de l'aide ou pas Ouais, du tout en souvent. fait? Souvent. Mm. Je suis très en connexion avec le Christ. Mais dans les soins, vraiment dans les soins, je lui demande vraiment voilà, de me guider ou de me donner des informations d'intervenir aussi. J'ai assisté des choses parfois qui sont, voilà, c'est incroyable. Mais c'est pas moi. Voilà. Je suis juste un canal, hein. Ouais, bah oui. Donc, Donc, j'ai intitulé mon émission À chacun son je vis. Et en fait, ils m'ont expliqué, dans l'enseignement que j'avais eu des anges, c'est qu'on faisait tous partie d'un jeu avec des cartes expérience et qu'on venait choisir notre incarnation sur Terre. Est-ce que toi, tu penses ça aussi ou non? je pense que c'est une évidence aujourd'hui. Ça n'a pas été pendant des années parce que j'avais bien compris mon statut de victime pendant 42 ans, où j'arrivais pas à surmonter toutes les épreuves de vie que j'avais depuis l'enfance, ce manque de confiance, le fait aussi d'avoir été dévalorisé en permanence, d'avoir été le bouc émissaire dans les cours de récréation, d'avoir connu le bizutage, d'avoir connu le fait d'être différent, si tu veux, d'être montré du doigt. Donc, si tu veux, j'avais beaucoup de mal euh, par rapport au regard des autres, par rapport à la société. Et donc, du coup, je me suis perdu à travailler énormément pour combler, si tu veux, ce déficit intellectuel à la base que j'avais parce que je n'étais pas doué pour les études et j'ai redoublé plusieurs fois, moi, hein, tu sais. Si on m'avait dit un jour que je serais professeur en supérieur, enfin, ça a été un pied de nez surtout pour mon père hein, d'être dans l'éducation nationale. Ben, tu vois, tu dis que je suis un bon à rien, que je ne ferai jamais rien dans ma vie. Ben, tu vois, ben, là, aujourd'hui, je suis professeur et en plus en supérieur. Donc, tu vois, tu t'es planté sur toute ta ligne. Mais ça a toujours été ça. Ma vie, ça a été toujours de prouver aux autres pendant 42 ans que j'étais capable d'eux. Mais j'étais pas sur mon chemin, mais quelque part, il fallait que je passe par là pour accéder à ce que je fais aujourd'hui. Je pense que ça m'a appris aussi ben, l'humilité. Je sais d'où je viens aussi. Et puis d'un autre côté, je pense que le métier d'enseignant, eh bien, aujourd'hui, me sert bien quand je fais mes conférences, tu vois. Parce que du coup, j'ai aucune appréhension quand je me retrouve devant 200 personnes, 150 personnes ou une centaine de personnes.
la prise de parole publique qui a été longtemps un problème pour moi pendant mes jeunes années d'enseignant ne l'est plus aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir fait 20 ans d'enseignement en supérieur et en cours qui me permet aujourd'hui d'accéder à cette dimension plus spirituelle, de transmettre des messages en étant parfaitement à l'aise. C'est-à-dire que euh, ouais, je pense qu'il fallait que je passe par là pour faire. Mais réellement, je pense que je suis venu là, oui, pour aider les autres et pour éveiller les consciences, entre guillemets, à mon humble niveau, hein, c'est-à-dire d'allumer les petites lumières que l'on a chacun pour en faire une grosse, quoi. Qui a influencé le plus ta vie selon toi? Ah, alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Je sais pas. Euh, Positivement ou négativement ou les deux? Positivement. Bon. Je pense que j'ai eu la chance et j'ai eu la chance d'avoir une mère aimante qui m'a beaucoup protégé, justement. D'un père qui savait pas aimer parce qu'il n'avait jamais connu ça et qui pouvait être violent dans ses propos, dans sa gestuelle. Mais et après, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des médiums qui m'ont guidé, des thérapeutes qui m'ont guidé. Finalement, ma vie a été ponctuée de belles rencontres finalement. Et dans chaque expérience, j'ai toujours rencontré des belles personnes. Donc, je pense que on peut dire, voilà, et il y a eu mon grand-père qui m'a protégé, mon grand-père maternel, chez qui entre guillemets, j'aimais passer les week-ends parce que ça évitait la violence à la maison, grosso modo. Et puis, comme c'était très conflictuel avec mon père, et bien dès que j'avais hâte que le week-end arrive parce que j'allais chez mon grand-père. Donc, lui, il a été vraiment un grand-père protecteur, aimant, et que ce soit pour ma sœur, pour moi, on passait de nombreuses journées avec lui. Il était tout le temps présent, il était souvent à la maison aussi. Tu l'as perdu à quel âge, ton grand-père? Ah, j'étais jeune, j'avais une douzaine d'années. Et c'est vrai que ce grand-père était médium et soigné aussi, sauf qu'il n'avait jamais pratiqué, si tu veux. Alors après, je parle pas d'hérédité, hein, de ses capacités. Je pense qu'on a tous ces capacités qu'on développe. Je parlerai de facteurs développants. Je pense que quand on est entouré dans sa famille de gens qui ont des perceptions déjà développées, des capacités développées, on va dire que c'est beaucoup plus facile, si tu veux, de les développer encore plus à notre tour. Parce qu'on baigne déjà dedans petit, où on a un contexte environnemental qui est favorable, on va dire. Donc ça, je pense que c'est important. Alors maintenant que ce soit le grand-père, la grand-mère, etc., je crois pas à la transmission de dons. Voilà. Pour moi, le don, c'est aussi sacraliser quelque chose qui ne devrait pas l'être, comme si on était des élus, nous étions des élus. Et je pense pas que nous sommes des élus. Je pense que nous sommes euh, peut-être de conscience un peu plus élevée, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a peut-être plus de vie. Ou il y en a certains qui parlent de vieille âme, tu vois. Donc je pense que bon, ben, il y a des gens qui sont plus à même de développer rapidement leur capacité à un moment donné, et d'autres, eh ben, ça va stagner, mais ça ne sera pas pour cette vie, ça sera pour une vie prochaine. Donc je pense plutôt à ça. Dans tes conférences, hein, tu parles beaucoup de la notion de pardon. Donc là, tu nous parles de ton papa qui était assez violent quand tu étais petit. Et donc, je sais que la notion du pardon, c'est important pour toi. Comment tu en as pris conscience que c'était important de pardonner dans sa vie? J'en ai pris conscience parce que pendant 42 ans, j'ai ignoré mon père et mon père n'était entre guillemets qu'un géniteur. Je trouvais, je lui disais, euh, bon, on a toujours été cash dans la famille, hein, euh, je comprenais pas pourquoi il avait fait des enfants, si tu veux. Pour moi, faire des enfants, c'était... Et d'ailleurs, lui-même n'en a jamais voulu d'enfants. Il serait très bien passé d'enfants. C'est maman qui en voulait. Je pense qu'il aurait pu très bien vivre avec sa femme tous les deux. Ça lui aurait suffi. Euh, Après, il y a, voilà, donc, euh, je pense que par rapport à ça,
J'ai Donc pas compris ta pendant question. 42 ans, tu as Mais ignoré pendant ton papa et 42 ans qu'est-ce par qui a... rapport, ben oui, j'étais dans une violence vis-à-vis de lui, dans Ouais. de l'aigreur, dans la colère, dans de la haine. Et je lui parlais pratiquement pas. Je m'adressais qu'à ma mère. Donc, je n'avais rien à lui dire. Alors déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas très loquace, mais en plus de ça, voilà, moi j'étais resté sur le côté d'un père qui n'était pas aimant. Mais il n'était pas aimant parce qu'il ne savait pas, tout simplement, hein. Après, je l'ai compris avec la maturité. Et à un moment donné, à l'âge de 42 ans, 43 ans, il m'a demandé de lui faire un soin énergétique. Et je me suis dit tout de suite, comment je peux faire un soin à mon père? Parce que bon, ben, c'était compliqué pour moi. Et puis là, j'entends, te pose pas de questions, fais-le dans l'amour. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à poser les mains sur mon père. Et là, comme mes mains, c'est comme un scanner, mais j'ai pu déceler une grosseur à la prostate, j'ai pu déceler une grosseur testiculaire. Et donc, bah, ça s'est avéré exact parce qu'après, il avait fait des analyses de santé. Et donc, ils ont trouvé cette grosseur à la prostate, etc., hein. Et j'ai surtout vu, j'ai vraiment eu des flashs mais d'un enfant qui était battu lui aussi et qui était caché par sa maman dans un placard pour que son père éviter les coups de son père. Et ça m'a profondément attristé. Je me suis dit, ben voilà. Donc, j'ai compris que on porte souvent des jugements erronés parfois sur des... On ne connaît pas l'histoire des gens. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Et donc, on reste centré sur nous-mêmes et j'ai compris que ben, le pardon, ben, il était important à ce moment-là. Et je lui dis, écoute, je te pardonne et je me pardonne aussi parce que j'ai pas été un enfant facile. Je faisais des colères, j'ai fait des diffus, enfin j'ai fait plein de trucs. Mais après je revenais ou bien quand pour éviter les coups, je me mettais au bord de la fenêtre et je dis, ah, si t'approches, je vais sauter par la fenêtre. Voilà, bon, enfin je fais des trucs, voilà. Et puis j'avais le don de l'énerver encore plus. Et comme c'est quelqu'un qui avait plusieurs traumatismes crâniens, si tu veux, il avait tous ses filtres qui étaient ôtés, donc il n'était pas patient du tout. Mon père, c'est un épileptique suite à des accidents, donc ça expliquait aussi sa violence qu'il n'arrivait pas à maîtriser. C'est-à-dire que j'ai compris tout ça, si tu veux, non pas en l'excusant, mais surtout en essayant de me mettre à sa place. J'avoue que ce flash sur sa vie d'enfant, il n'en avait jamais parlé, et bien, ça m'a beaucoup perturbé. Et j'ai compris que, voilà, donc à un moment donné, qu'il fallait qu'on soit apaisés tous les deux. Et donc, on s'est fait ce cadeau mutuel. Donc, je lui dis, papa, tu as fait ce que tu as pu et je t'en veux pas et je t'aime. Et je dis, pour la première fois, mon père, que je l'aimais, et lui, la même chose. Et il s'est mis à pleurer. Puis, on est parti juste après le soin. Et pour la première fois de notre vie, on s'est pris par les épaules et on a marché dans le jardin. Ça ne nous était jamais arrivé. Donc, C'est énorme ce que tu voilà. racontes. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que, mais qu'est-ce que c'est libérateur. Et j'ai pu le remarquer aussi avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, notamment à travers des messages défunts. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il y a même pas une heure avant l'émission, j'ai Véronique que j'ai rencontrée, une femme que j'ai rencontrée dans un Airbnb à côté de Salon-de-Provence. Et c'est une femme chez qui je loge. J'aime bien aller du côté de Salon-de-Provence, j'ai des amis là-bas et j'aime bien cette région. Donc, quand je veux me reposer, eh ben, je vais chez eux parce qu'ils ont deux chambres d'hôtes, c'est calme. J'aime l'eau, il y a la piscine, donc il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Et puis, Laure, elle ne savait pas la première fois que j'étais médium, la deuxième fois, elle l'a su. Et cette femme-là, ben, à un moment donné, on est en train de boire le thé à 6 heures du matin, 6h30, parce qu'elle se lève tôt et moi aussi. Elle me propose de boire un thé autour de la terrasse, de la piscine. Je lui dis OK. Et à ce moment-là, ben, j'ai quelqu'un qui vient pour elle et qui est son grand-père et qui vient avec son prénom et qui vient de lui livrer un message, mais quelque chose de très très lourd parce que c'était du lourd. Et, euh, et cette personne, finalement, eh ben, elle a pu accéder au pardon grâce, grâce au message de son grand-père qui était parti. Et elle me parlait justement, elle me remerciait, elle m'a envoyé un petit message, c'est marrant, juste une heure avant, en disant que grâce à ce contact défunt avec son grand-père, elle avait pu lui pardonner pour tout ce qu'il lui avait fait. Et puis je peux te dire que c'était du lourd, quoi. Et elle me dit, mais je suis, voilà, aujourd'hui je suis bien, je suis apaisé, je suis en paix et je n'ai plus. Donc le pardon pour moi c'est important parce que
ça fait tellement de miracles, ce pardon. Alors, et que si je pouvais le diffuser et leur dire, mais allez-y, expérimentez, parce que ça nous change la vie. Et puis d'un autre côté, c'est aussi un cadeau qu'on se fait, et c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Alors, même si l'autre, même si l'autre n'est pas dans cette phase de pardon, peu importe, on le fait déjà pour soi. Hein, le reste, ça leur appartient. Mais c'est surtout nous, nous libérer de nos aigreurs, de notre rancœur, de notre haine, de notre colère, de tous ces ressentis qui nous gâchent notre vie et finalement qui peuvent aussi avoir un impact sur notre santé psychique et physique. Mais comment faire, hein? Comment faire? Alors, il y a des personnes pour qui ça va être très naturel de pardonner. Et puis, il y a d'autres personnes qui gardent tellement de rancœur depuis des années, des années, des années. Est-ce que toi, tu as un outil? Est-ce que toi, tu as un conseil pour se libérer? Et puis, comment faire pour pardonner à quelqu'un qui est déjà parti, qui est déjà décédé, par exemple? Est-ce que toi, tu as un conseil à donner par rapport à ça? Alors déjà, ben, il faut déjà être prêt et vouloir pardonner déjà. Parce que il y a des gens qui seront incapables de pardonner parce qu'ils ne veulent pas pardonner au fond d'eux. Et la première chose, c'est déjà être prêt à vouloir pardonner, être prêt à expérimenter ce pardon, à le vouloir vraiment. Parce qu'il faut que on est acteur de notre propre vie, voilà, on est créateur de notre vie. Si tu demandes à quelqu'un de pardonner, mais qui n'est pas prêt au fond de lui à te pardonner, il n'y arrivera pas, ou ça sera très très compliqué. Déjà, biologiquement, au niveau cérébral, nous sommes tous différents face au pardon, puisqu'on a des zones cérébrales qui s'activent quand on est en phase de pardon et qui sont plus ou moins importantes sur les individus biologiquement déjà. Donc déjà, on est inégaux déjà biologiquement face au pardon. Il y a des gens, ça va être beaucoup plus simple parce qu'ils ont la zone du bonheur de l'empathie qui s'appelle le prékinéus, qui est une zone préfrontale qui est plus ou moins développée. Et cette zone, elle a été identifiée par un chercheur, Yataru Sato, de l'université de Kyoto, comme étant une zone vraiment de bonheur et de joie. Et quand on pardonne, cette zone, elle augmente. C'est-à-dire que le précunis, il augmente comme un muscle et la matière, la densité de matière grise est beaucoup plus importante. Donc déjà, il y a l'aspect biologique. Après, le deuxième aspect, eh bien, c'est comprendre que pardonner, ce n'est pas cautionner déjà. Parce que beaucoup de gens pensent que pardonner est un aveu de faiblesse et que c'est donner raison à la personne qui a commis les actions ou qui a fait du mal. C'est pas du tout ça. Pardonner, c'est vraiment ne pas cautionner ce qui a été fait. C'est simplement euh, de comprendre les faiblesses de l'individu qui a commis l'exaction ou qui a fait du mal. C'est se mettre à la place de cette personne, tenter de se mettre à sa place et de comprendre pourquoi elle en est arrivée à faire ça. Mais en aucun cas, c'est cautionner ou excuser. Et ça, j'insiste là-dessus. On peut très bien pardonner sans après retaper sur l'épaule de la personne qui nous a fait du mal. Voilà. Et ça, les gens, ils confondent parfois pardonner, cautionner, excuser. Ça n'a rien à voir. Euh, les faits sont là. Donc des faits qui sont répréhensibles ben, le sont. Sauf que pardonner, on le fait pour soi déjà en premier. Et il faut apprendre aussi à se pardonner à soi-même. Se pardonner d'être dans le jugement, d'être dans la colère, d'être dans la haine, de pouvoir développer parfois un ego démesuré. Parce que pourquoi on pardonne, nous l'être humain, pourquoi on a besoin de pardonner? Ben, c'est tout simplement parce que le pardon est le fruit d'un jugement qu'on a porté sur une situation ou sur quelqu'un. Et ça n'existe pas, par exemple, chez les taoïstes, la notion de pardon, parce qu'eux cultivent le non-jugement. Donc même le mot du pardon n'est pas traductible. Donc on comprend aussi que finalement, c'est de par nos jugements qu'on arrive dans des situations qui peuvent être rocambolesques. Euh, Moi, ça me fait peine quand je vois des gens qui vont se déchirer pour un vase lors d'une succession et qui vont ne plus se parler pour une histoire de vase. Je me dis, mais on a l'impression d'avoir une réalité totalement différente. Et quand on l'on voit vraiment, parfois, pour, pour quel, je veux dire, quel point on se met en colère ou on ne voit plus les gens, parfois ce sont des futilités. Je veux dire, ça va être le voisin parce qu'il n'a pas taillé sa haie, parce qu'il y a les feuilles de l'arbre du voisin qui tombent chez nous. Et donc les gens, ils rentrent dans des guerres incroyables
mais pour des choses qui sont complètement risibles aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ça veut dire aussi que ce que je veux dire aussi, c'est que l'événement que l'on vit est totalement différent d'un individu à l'autre en fonction de son passé, de son cursus et de ce qu'il a à travailler. Quelque chose qui peut apparaître complètement dérisoire pour quelqu'un pourra paraître insurmontable pour quelqu'un d'autre. C'est la notion aussi, d'être unique et de perception. C'est-à-dire chacun vit sa propre réalité en fonction de sa carte de sa carte mère, c'est-à-dire, mais de son vécu, du transgénérationnel, mais aussi, des mémoires cellulaires et aussi des vies antérieures. Donc finalement, quelque chose qui peut paraître, inimaginable et impardonnable pour quelqu'un ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui disent, «Oui, quand même, faut passer là et tourner la page», parce qu'il y a des fois il y a pour des gens, c'est difficile de tourner la page parce que la petite graine est une montagne. Et pour nous, ça demeure une petite graine. Donc tout dépend aussi du cheminement de chacun. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à jauger à chaque fois, la personne qu'on a en face. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en pardonnant, eh beh, on se fait du bien à soi-même, on se libère et c'est décider d'arrêter de souffrir. Et ça, c'est essentiel. Après, il y a des gens, je pense, qui se rendent même pas compte qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas pardonné quelque chose dans leur vie, tu vois. Il y a des gens qui vont être dans la souffrance et ils savent même pas que c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est l'inconscient, hein, de toute façon. Et il y Mm, a beaucoup de choses qui sont inconscientes et tout ce qui est pas conscient, ben, on ne maîtrise pas. Donc, mm, et il y a aussi le fait que, il faut quand même savoir que 75 des maladies, sont d'origine psychosomatique, liées à un émotionnel non géré ou mal géré. Ça veut dire que nous sommes mm, des créateurs en puissance de nos maladies. Et ça passe aussi par tous les conflits, tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie et le fait qu'on a tendance aussi, à ressasser sans arrêt les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va répéter en boucle: «Oui, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait?» et cetera et cetera. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que n'importe quel, choc psychologique, quel qu'il soit ou n'importe quel conflit, si vous voulez, et bien notre cerveau il a une capacité à retenir que ce qui ne va pas, que ce qui est négatif et laisse passer tout le positif, tout le positif glisse au niveau cérébral. Donc on se retrouve finalement à ressasser et sachez que le cerveau, mais lui, il a très bien compris. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous repensez à l'événement déclencheur qui vous a fait du mal, et bien votre cerveau, et ça a été fait par des recherches scientifiques, il va réagir exactement de la même manière que la première fois qu'il a eu le trauma, avec la même intensité et les mêmes zones cérébrales vont se réactiver à l'identique. Ça veut dire que plus on va ressasser des situations qui sont compliquées et qui nous pourrissent la vie, entre guillemets, plus en fin de compte, votre cerveau se réactive comme si vous viviez la première fois ce traumatisme. Donc quand on comprend la complexité cérébrale, on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour éviter de ressasser, etc. Et le pardon, ça permet aussi d'accéder à quelque chose de plus fluide. mm. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Michel, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie? Ah, moi les gens, hein, faire du bien autour de moi, je pense que euh, on n'est que de passage. Donc pourquoi se pourrir la vie? Pourquoi faire les choses voilà, moi, ce qui me passionne, c'est de faire tout ce que je fais avec le cœur, avec l'attention du cœur. C'est, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. J'ai compris que aujourd'hui, c'est ce qui dirige ma vie. C'est l'amour de mon prochain. Alors, et sans attendre de retour. Et ça, c'est important. Parce que longtemps, j'ai attendu de retour du regard des autres. Aujourd'hui, je n'attends pas de retour. Je le fais, voilà, avec le cœur. Et je n'ai pas d'attente. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde, eh beh, il faut créer des égrégores d'amour et non pas de haine et de colère. Pour ça, je regarde plus les informations depuis longtemps. Je regarde plus la télé et je me reconnecte aussi à tout ce qui m'entoure parce que je trouve que la vie et la nature est merveilleuse et on oublie de la contempler finalement et Mm, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de posséder une belle maison, d'avoir du fric, de rouler en Porsche, ou dans une autre, voiture, hein. Et c'est pas du tout ça.
L'essentiel, c'est déjà de mettre du sens dans tout ce que l'on vit dans notre vie, comprendre pourquoi on est là, c'est-à-dire d'être à sa place, de prendre sa place et surtout d'être comme des petites gouttes d'eau qui font des grandes flaques finalement. Est-ce que tu arrives à vraiment être dans le moment présent, toi, Michel, à vivre le moment présent? De plus en plus, c'est compliqué de temps en temps parce qu'on a tendance. Alors le passé est toujours resté au passé pour moi. C'est quelque chose que j'ai occulté rapidement parce que je n'avais jamais parlé de mon enfance. Ce livre, Né pour renaître, hein, il porte bien son livre, hein, il m'a fait parler de mon enfance. Et cette enfance, je l'ai occultée pendant des années. C'est-à-dire que même avec mon épouse à l'époque, elle me parlait de ses souvenirs d'enfance, de la joie, de la famille, des partages, etc. Et moi, je n'avais rien. Je n'avais pas de cette carte. Je n'avais pas ce. Et, euh, et donc, je ne vis plus au passé. Le passé, pour moi, il est passé. Ça sert à rien de ne rien introduire. Parce que je comprends que euh, c'est plus source de problématiques. On ne pourra rien changer dans ce qui a été fait. Si j'avais une baguette magique, je changerais plein de comportements désagréables que j'ai eus dans le passé. J'ai fait du mal aux gens aussi, j'ai appris. Euh, j'ai pas été toujours le gentil Michel. Voilà, donc voilà, je suis un être humain, j'ai expérimenté. C'est vrai que si j'avais une baguette magique, je changerais certains propos, certains comportements, ne serait-ce que j'ai eu avec mon ex-femme et avec d'autres. Mais non, le passé, il est au passé, donc il faut avancer et avancer dans le moment présent et faire du mieux que l'on peut le jour où on peut. Je pratique souvent les accords Toltec, hein, ça, je me les rappelle en boucle, hein. Jamais faire de suppositions, hein, dispenser la juste parole, ne jamais prendre pour soi tout ce que l'on vit, hein, et puis surtout faire du mieux que l'on peut, hein. Ça, c'est la dernière, enfin, il y a un cinquième maintenant. Mais, mais c'est vraiment faire du mieux que je peux. Voilà, on est des êtres humains, donc on est là pour apprendre, mais il faut tenter de faire le mieux que l'on peut. Après, les projections dans un futur, j'évite. Je peux avoir un projet à mettre en place, mais j'évite de me projeter. J'essaie de vivre le jour. Cette année, pour moi, ça a été une année de révélation. Oh, ouais, quelle magnifique année, hein? Ouais, ça a été une année de rencontres, une année de gratitude. Je suis reconnaissant de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, tous ces partages, toutes ces conférences, tous ces déplacements. Voilà, j'ai vécu sur un nuage, voilà, dans un conte de fées, même si j'étais très fatigué et tout. Et voilà, je me dis, mais quelle chance de pouvoir faire ce que je fais. C'est ça aussi, être un être accompli, hein. Justement, je peux te demander, quand je vous ai rencontré, quand je dis vous, quand je suis arrivée au domaine Scarabée et que tu m'as vraiment accueillie avec beaucoup d'amour, tu étais accompagnée de Céline Franou que je ne connaissais pas, tu étais accompagnée de Magali Joran, tu étais accompagnée de Stéphane Michael. J'ai eu l'impression que vous étiez déjà une grande famille. Comment vous vous êtes tous rencontrés les uns les autres? Tous cette année. C'est vrai, on a l'impression que vous vous connaissez depuis des années-lumière. Mais c'est ça qui est impressionnant. Je pense qu'on a retrouvé des membres de notre famille d'âme. Je pense que ces connexions étaient importantes et qu'il fallait qu'on se retrouve. Euh, Céline, ben moi je suis Céline Fragnon masculin, grosso modo, tu vois. Et c'est impressionnant. On a beaucoup de similitudes. On voit la même chose de la même manière. Et Céline, moi je l'ai rencontrée, j'ai rencontré Stéphane Michael pour la première fois physiquement au mois de mars. Et donc on communiquait depuis 1 ou 2 ans via les réseaux. On se téléphonait de temps en temps, mais on ne s'était jamais vu. Et donc, il pose une semaine de vacances et il me dit, voilà, je suis en vacances, bon, je vais rien faire. Et puis, je dis, ben, si tu veux, tu peux venir à la maison, je t'invite. Donc, il est descendu. Et donc, il me dit, bah oui, mais je vais en profiter parce que j'ai plein d'amis que j'ai pas vus depuis longtemps et j'aimerais aller les voir. Et du coup, ben, on a fait une expédition pendant qu'il est arrivé la semaine du mois de mars. Et alors, ce qui est marrant, hein, les synchronicités, comme pour toi, c'est exactement la même chose. J'avais une amie qui m'avait parlé de Céline Franou, je la connaissais même pas, tu vois. J'étais pas du tout là-dedans. Il faut dire que moi, ça fait que seulement 1 an et demi que je consulte en tant que médium, hein. Donc c'est tout frais. Donc, donc tu es déjà préoccupé à savoir déjà comment ça se passe pour chez toi, donc tu vas pas forcément voir les autres. Et donc, et Stéphane, il me dit, il faut que je te présente une de mes amies.
vraiment qui est importante à mes yeux. Et il me parle de Céline Frano. Donc déjà, il y avait lui qui m'en avait parlé. La personne avec qui je partage de temps en temps le cabinet anglais, parce que je fais une journée par mois, une après-midi, m'avait dit, oh là là, il faudrait que tu rencontres Céline Frano. Donc ça faisait déjà deux personnes. En fait, quand ça s'est matérialisé via Stéphane, parce que du coup, j'ai mangé avec elle au mois de mars, on ne s'est plus quitté. Et puis après, bon, bien sûr, se sont greffés Magali, se sont greffés plein de personnes. Et on se rend compte qu'on parle le même discours. On a même pratiquement même pas besoin de parler. Il suffit de se regarder, on comprend. Et toi, c'était pareil, je savais. C'est comme si mon cœur savait que c'était, voilà, que. Et j'avais le signe juste avant, puisque j'ai acheté ton livre avant que j'ai trouvé, entre guillemets, par hasard, alors que je cherchais pas du tout ton livre, je n'étais pas parti pour l'acheter, hein. Et j'ai fait le lien. Voilà, je Tu t'amène sais, avec moi. moi, j'étais un petit peu, comment dire, j'avais un petit peu peur d'aller à ce domaine scarabée, à ce festival. Je savais qu'il fallait que j'y sois, je savais que j'allais avoir ma place, mais à la fois, mon âme d'humaine me dit, ah là là, mais tu vas être avec plein de médiums qui sont certainement meilleurs que toi, et puis toi, t'es qui? T'es une petite Calédonienne, et voilà. Donc, j'avais cette appréhension-là. J'étais dans la voiture avec mon amie Véronique qui m'accompagne, et donc on était sur la route pour monter à Lille, et puis je reçois ton message. Et je dis, waouh! Parce que je te connaissais pas non plus, Michel, hein, je suis Non. honnête avec toi, hein. Et donc, je dis à Véro, hey, il y a un mec qui s'appelle Michel Douk, il est aussi au Festival des films littéraires, tu sais pas, parce que elle conduisait, tu vois, donc je l'arrête comme ça. C'est pas, il a trouvé mon livre dans une librairie à Paris, il l'a acheté, il est en train de le lire, et puis il me fait un super message, et voilà, on va le rencontrer au festival. Et déjà là, waouh, la pression descend, tu vois. Et je me dis, mais tout cet amour que tu m'as donné sans me connaître, et cet accueil que tu m'as réservé, puis grâce à toi, bah, les autres, je sais pas si c'est grâce à toi que les autres aussi m'ont inclus dans cette bulle d'amour, mais ça a été très important pour moi, ça a été vraiment très, très rassurant. Donc vraiment, merci Michel. Bah, tu sais, c'est le cœur. Et puis, ouais, je ressens les choses. C'est vrai que après, je suis pas allé vers tout le monde, hein. Je suis allé vers les gens qui me correspondaient aussi. Et après, je trouve que voilà, donc euh, notre erreur qu'on a souvent, et moi le premier, c'est toujours de se comparer parce que c'est comme quand on fait une salle. On se met la pression parce qu'on est avec des médiums qui sont aguerris, qui font ça depuis longtemps, et on est tellement admiratif et tout, et on a peur de faire tâche à côté finalement. Et on a tendance, mais c'est humain, hein, tout simplement, à se comparer. C'est pas un problème d'ego, c'est tout simplement parce qu'on veut bien faire, hein, et qu'on veut pas décevoir. Et quand on a des personnes qui viennent en salle, ben, voilà, donc on a tendance aussi à se comparer avec les médiums qui sont là, même s'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas de concurrence, hein, du tout. Mais c'est voilà, c'est aussi l'appréhension, et je pense que c'est aussi le parcours de vie que l'on a, mais quand on a manqué de confiance en soi depuis des années, ou quand on nous a fait manquer de confiance, ou douter sur nos capacités, ou plein de choses. Donc, mais il était clair que de toute façon, je savais qu'en partant à Lille, j'allais faire de très, très belles rencontres. La preuve, on a un petit groupe sympa, et on partage avec Marie-Joseph, avec Virginia, avec Kevin. Mais voilà, toute la petite troupe, finalement, Frédéric aussi. la famille s'agrandit, et avec Frédéric, avec Henri, avec plein d'autres, hein, on ne peut Oui, pas oui, tous les ouais, citer parce il y en a c'est plein. ça. Et avec Florence aussi, avec Flo, avec notre belle Sandrine du domaine Scarabée. Enfin voilà. Et voilà, donc, mais ça fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le message que je reçois de là-haut, c'est vraiment de nous regrouper et de ne pas rester dans notre coin. Voilà. C'est de former une belle famille, et de montrer aussi qu'il y a une cohésion, parce que longtemps, les médiums, euh, ils ont fait cavalier seul finalement. Ils ont fait leurs choses seuls de leur côté et tout. Et je pense que là, il y a vraiment une réelle révolution, parce que je le perçois comme ça, parce qu'on se regroupe. Et moi, c'est ce qui m'a été demandé. Donc, c'est pour ça qu'on met en place cela pour 2024, des regroupements, où il y aura plusieurs médiums, plusieurs intervenants, des festivals. Il va y avoir plein de choses en 2024. Moi qui veux lever le pied, ben, je pense pas que je le lève comme je le souhaitais finalement. Mais c'est pour que ça profite à un plus grand nombre, et surtout que les gens qui viennent nous voir, qu'on puisse leur dispenser un maximum de conseils, de bienveillance, d'amour, pour les aider
à vivre leur vie d'incarné, d'humain. Parce que aujourd'hui, ben, c'est toutes ces petites lumières, ces petites lanternes qui forment un grand phare, quoi, et qui éclairent la planète. Donc, si on se regroupe, finalement, on crée un égrégore. Et c'est ça qui nous demande. Et je le ressens vraiment. Donc, je savais qu'en allant à Lille, j'allais retrouver des gens de la même famille d'âme. J'allais retrouver des gens avec qui ça se passerait très, très bien pour pouvoir après faire des choses en commun, dont tu fais partie, bien sûr. Ah ouais, merci. Mais c'est vrai que j'ai tellement hâte de vous retrouver. C'est ce que j'ai dit hein, quand je suis arrivée à Nouméa. J'ai dit, mais j'ai rencontré une famille. J'ai rencontré une famille d'âmes et c'était tellement fort. Donc c'est vrai que mes amis, elles me regardaient avec des yeux comme ça parce qu'en fait, dans mon cercle d'amis, ils sont pas connectés à l'au-delà, tu vois. Donc on n'en parle pas entre nous. On parle des enfants, on parle du quotidien, mais on parle jamais de tout ça. Donc là, de vous C'est bien rencontrer, aussi d'avoir hein, d'être rencontré cette ancré comme famille, ça. ah oui, bah là, c'est sûr, je suis bien ancrée. Mm. Mais ça m'a fait quelque chose de vous rencontrer. C'était vraiment extraordinaire. Du coup, Mais Michel, quel est le plus grand projet? Bah, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. non, ce qui est important, c'est bien aussi de se rencontrer entre personnes ayant les mêmes capacités, les mêmes perceptions, les mêmes visions des Mm. choses. Parce qu'on peut échanger dans un but aussi de se sentir rassuré par rapport à ce que l'on vit et on se sent moins seul. Mm. Et c'est vrai que bon, ben, longtemps, ben, il y a eu beaucoup de médiums qui sont tirés dans les pattes. Et aujourd'hui, ben, nous, j'allais dire la jeune génération, c'est prétentieux, mais parce qu'il faut rendre à César ce qui a été César. Il y a eu des médiums qui ont débuté il y a 40 ans, il y a des médiums qui ont, qui ont, qui ont percé, qui ont fait la brèche. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un éveil massif de conscience et on est de plus en plus nombreux. Et tant mieux qu'on soit de plus en plus nombreux, surtout à parler le même discours et à faire la même chose et à faire les choses avec le cœur, c'est essentiel pour pouvoir et pour montrer qu'il y a une cohésion, qu'on est capable de travailler ensemble. Parce que l'objectif est le commun, c'est de leur donner le plus d'espoir possible, de messages et afin qu'ils puissent tous mettre du sens dans leur vie. Voilà. Alors, des projets cette année, il va y en avoir plein. On a déjà un très gros projet où on est 4 médiums à se regrouper pour la première fois. Ça sera un événement exceptionnel. C'est le 11 février. Donc, j'ai communiqué dessus dès aujourd'hui. Il y aura Joanne Médium, il y aura Christelle Fillol, et il y aura Valérie Gruget. Donc, 2 médiums femmes et 2 hommes. Et on va faire une journée conférence et médiumnité en salle avec, on l'espère, la possibilité de transmettre beaucoup de messages en, en un temps un petit peu plus long puisque ça durait la journée. C'est un pass d'une journée de 10 heures à 17 heures, voire un petit peu plus si on a encore l'énergie voilà, jusqu'à ce qu'on pourra, on diffusera des messages et il y aura des conférences et des présentations. Donc ça, c'est le 11 février et donc c'est dans le 64. Après, au mois de mars, on est avec Céline Franou. Donc, il y aura Stéphane Michael, il y aura d'autres thérapeutes, il y a Delphine, il y a Magali Joran, euh, et on sera donc au cinéma CGR à Tarnos, dans la salle Ice, où il y aura, c'est pareil, ça commencera à 15 heures, ça se terminera à 20 heures, et on aura des interventions de 45 minutes chacun. Donc ça a encore à déterminer. La date est arrêtée, c'est le 9 mars et c'est au CGR de Tarnos. En avril, avec Stéphane Michael, on fait une salle pour l'association Le Temps des Signes. Donc pour l'association, au bénéfice de l'association, pour l'association notamment des parents qui ont perdu leur enfant. Donc on transmettra des beaux messages et une partie conférence. Au mois de mai, on file dans le nord, dans le Grand Nord. Au mois de juin, eh bien, j'aurai une salle en Dordogne avec d'autres médiums et je ferai une conférence sur le pardon. Et enfin, au mois de juillet, il y aura un grand festival où là, il y aura, je suis invité d'honneur avec Jean-Jacques Charbonnier et ça sera donc le 7. Et on a aussi fin juin le salon du bien-être qui va se faire à Pouillon. Ça va être chargé déjà. Jusqu'au mois de juillet, j'ai quelque chose tous les mois. Et mais à chaque fois regroupé, c'est-à-dire avec plusieurs personnes, pas tout seul dans Ouais. mon coin. L'union fait la force, comme on dit. Mais l'union fait la force et puis on est tellement des êtres uniques et en même temps, tous ces grains de sable qui se rassemblent, eh bien, ça fait
une cohésion énorme et on s'entend tous bien. Et c'est vraiment une réalité, hein. Les gens nous disent, mais ça fait plaisir de vous voir comme ça. Il n'y a pas d'enjeu entre nous. Il n'y a aucun enjeu. Il y a juste dispenser de l'amour, de l'affection, de la bienveillance, du partage. Et il n'y a pas de concurrence du tout. Voilà. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y en a pas un dans le groupe, dans les équipes qu'on monte, qui tire la couverture à soi. Tout le monde travaille avec humilité, simplicité. Et c'est voilà. Et les gens qui veulent tirer la couverture à soi, ben, ils vont faire ça une fois, mais ils ne le feront pas deux parce que je retrouve, on a pu travailler avec ces personnes-là. Je veux dire, on est tous voilà, sur le même plan et on est tous pour la même chose. On est là pour la même chose. Ce qui nous importe, c'est surtout les personnes qu'on a en face et bien sûr les contacts avec nos défunts. Ouais, donner de l'amour, de l'espoir, du réconfort, et on s'y Oui, met tous ensemble. oui, mais de toute façon, ça se voit parce que on est rayonnant quand même. Il faut quand même pas se le cacher quand même. On a la joie en nous. Moi, je suis habité par la joie en permanence. Je suis comme un gamin de 5 ans qui découvre tout, qui s'extasie de tout et qui s'émerveille et qui garde les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. Voilà, donc j'ai bien les pieds sur Mhm. terre, je suis bien ancré. Et heureusement, tu sais, la première mission que j'ai faite, c'est avec Philippe Ferrer. Euh, et pour bien me montrer que bon, il fallait pas que je perde pied, j'ai des Airbnb, tu sais, que je gère, j'ai une entreprise, etc. Donc, et j'avais totalement oublié que j'avais une arrivée dans le Airbnb le jour de l'émission. Donc, à 17h30, et je passais l'émission à 18h. Sauf que j'avais complètement oublié de le nettoyer aussi. Tu vois? Oh, Et c'est la première fois depuis que j'ai cette société de Airbnb, mais que l'appartement était aussi dégueulasse, aussi sale, mais sale. Et je te jure, sale. Ça veut dire qu'une demi-heure avant l'émission de Philippe Ferrer, j'étais la main dans les chiottes en train de récupérer les chiottes. Et j'entends, n'oublie pas d'où tu viens. Donc, tu sais, la réalité te la remettre systématiquement. Donc, et c'est vrai parce que quand on fait une émission, quand on passe pour la première fois dans une émission, ben, j'étais stressé comme un petit garçon voilà, qui va passer son bac, grosso modo, tu vois, qui sait pas quoi. Et surtout, après, ben, ça va vite. Hein, tu as les followers qui arrivent, tu as des demandes d'amis, tu as plein de demandes, tu sais pas d'où ça vient, tu n'arrives pas à gérer, et puis tu peux perdre pied. Donc, mais voilà, ben, ils m'ont fait faire juste les shots juste avant, tu vois, l'émission. Donc, je suis arrivé pile poil pour effectivement, la hein. connexion. C'était rouge écarlate, j'ai pas eu le temps, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je vais être à l'heure? Parce qu'en plus, j'avais l'arrivée du gars, donc il fallait que je sois là en plus. Donc, voilà. Mais bon, c'était la petite anecdote, hein, parce que voilà, ça veut dire, voilà, bah, tu peux passer à un moment donné, mais n'oublie pas que voilà, ça peut être éphémère tout ça aussi. On peut très vite monter comme on peut très vite descendre. Il faut garder la stabilité. Voilà. Ça, j'en ai bien conscience, tu sais. Ça, c'est quelque chose que ma mère, elle répétait souvent. Quand tu montes à l'échelle, tu regardes les gens que tu dépasses, mais n'oublie pas que tu creuseras les mêmes si tu redescends. Exactement, mais c'est exactement ça. Et c'est une belle leçon parce que justement, en développant l'humilité, en étant vraiment le plus simple et aligné, hein, je dis comme ça, et bien, on prend conscience de tout ça. Et on a aussi, moi, j'ai de la chance d'être très bien entouré par ma famille, par mes amis. Et à un moment donné, la petite anecdote, j'ai dû prendre un portable professionnel parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Donc, j'ai voulu distinguer le privé parce que je répondais à plus personne tellement le téléphone sonnait. Donc, et du coup, ben, je foutais tout en silence. Et un de mes meilleurs amis, à chaque fois, il me proposait ou m'envoyait des messages pour me proposer de sortir, aller au restaurant ou faire une sortie au bowling ou aller au ciné. Et j'avais jamais le message parce que je n'écoutais plus mes messages vocaux. Et même les SMS, je ne les lisais même pas. Et donc, quand je répondais, ben, c'était trop tard, la journée était passée, tu vois. Et donc, à un moment donné, il m'a dit, écoute, Michel, je pense qu'on va arrêter parce que tu deviens injoignable. Et moi, tu es mon meilleur ami. Et ne pas joindre quelqu'un pour partager des moments de vie au quotidien, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et il m'a foutu une claque dans la tronche. Et je lui ai dit, mais tu sais, Christophe, tu as parfaitement raison. Et je me suis engagé, et donc du coup, à prendre deux. Je me suis organisé, si tu veux. Ça m'a forcé à m'organiser, de dire, bah, écoute, ben, je vais mettre le professionnel de côté, je vais essayer de répondre.
On a trouvé le code, on sait que par WhatsApp, ça passe. Et je sais que ceux qui me contactent par WhatsApp, ce sont mes amis, tu vois. Donc, du coup, ben, mon WhatsApp, il est toujours activé et je débranche le reste. Mais il faut pas oublier, c'est son entourage, ses amis, parce que c'est important. Ses enfants aussi, hein. Ses enfants, ses parents, les frères et sœurs. Voilà. Donc, heureusement qu'ils sont de bons conseils. Moi, j'écoute. Il y a des fois, j'écoute pas, mais il y a des fois, j'écoute. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, Michel. C'était vraiment C'est un passé vite, bonheur de hein. t'entendre parler. T'as vu, c'est passé vite, hein. Mais on pourrait Oh là t'entendre là. des heures et des heures. Franchement, tu t'exprimes tellement bien, c'est passionnant. Bah, merci de m'avoir interviewé, merci de ton invitation. Et puis, on se voit très, très vite de toute façon. Ah, mais j'espère, je vais tout faire pour vous retrouver avec grand bonheur, ça va être super. Voilà. Et puis, on peut dire aussi que tu auras aussi une manifestation de prévue lors de ta venue en France, hein. On peut en parler quand même, hein. Allez. Donc, on vous tiendra au courant pour, Anne-Hélène, peut-être avec d'autres médiums. On va voir un petit peu pour qu'elle puisse faire une belle conférence, qu'elle puisse dédicacer ses livres en métropole, en France, avec toute la logistique qui va à côté. C'est super. Ben, merci vraiment du fond du cœur. Les amis, Merci je à vous toi. embrasse très très fort. Ouais, Michel, merci beaucoup. On se retrouve Merci à bientôt pour vous. une prochaine émission. Belle soirée. Au Merci. revoir. Au revoir.